tu vois ce qui s'est passé à partir de 84-85, l'émergence d'un certain nombre de mouvements organisés à travers les associations de droits de l'homme et à partir de 85 particulièrement, la création de la première association, Ligue algérienne des droits de l'homme. Deuxièmement, un certain débat à l'intérieur du pouvoir avec la crise de 86. Oui. L'émergence d'un certain nombre de figures à l'intérieur du pouvoir qui commençaient à donner l'impression qu'il y avait une ouverture du régime, etc. Et on a vu par la suite ce qui s'est passé à partir de... Est-ce que, à ton avis, tout ça ne prouvait pas que quelque part à l'intérieur du pouvoir, il y avait une tendance réformiste qui s'est trouvée piégée par un conservatisme, un hermétisme d'une autre élite au sein du pouvoir, particulièrement qui avait la même mise sur la rente, qui avait la même mise sur les deniers publics et qui avait la même mise sur l'armée, qui a conduit et qui a provoqué éventuellement hypothèse 1, qui a conduit à ce qu'on appelle les événements d'octobre. C'est-à-dire que cette tendance dite dure n'avait pas accepté qu'il y ait une réforme du régime de l'intérieur et un dépassement de la crise par l'intelligence, par la compétence, etc. et qui a provoqué les événements d'octobre. Absolument. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est une lecture que je fais mienne et je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement. Donc tu reconnais qu'à partir de 85, il y avait à l'intérieur du pouvoir tout un groupe, tout un clan qui pouvait préparer, qui était prêt à aller même à la violence pour pouvoir perpétuer ses intérêts. Pour le groupe qui se constituait dans une perspective, y compris avec l'hypothèse de la violence, on en avait parlé à la fin de la période de Boumediene déjà. À la période de Boumediene. Ça va se cristalliser plus tard. C'est pour ça que cette perspective, elle existait à la fin des années 75 avec un certain nombre d'ingrédients. C'est ce qui m'a poussé à dire que les gens qui faisaient de la prospective et qui voulaient éviter à l'Algérie une expérience malheureuse de guerre civile ou de turbulence radicale civile avec évidemment des troubles dans la rue, etc. J'avais parlé de Qasem Maber, c'est comme ça que je l'avais perçu à l'époque. J'avais dit qu'ils avaient ouvert une lucarne où ils avaient enlevé le sifflet là, de la cocotte minute pour qu'il y ait une décompression. Sur le plan économique, je dis bien avec beaucoup de réserve parce que je n'étais pas en observation directe sur la réalité algérienne, je n'étais pas là. Je ne suis rentré qu'à la fin 66. 86. 86. Ce que j'avais constaté, c'était que ce bouillonnement probablement existait, et tu as parfaitement raison de le noter. Et je vois parmi les signes qui ont commencé à exister en France, déjà, dans l'immigration algérienne, la formation d'une post-opposition organique. Les oppositions organiques étaient en train de mourir. Le PRS était en train d'agoniser, il finira par rendre le tableau. Implose en 82. Le FFS, il n'existait et ne se manifestait qu'à l'occasion de la venue du grand Aldéli. Là-bas, et surtout en France, en Suisse, en Angleterre. Moi, j'avais rencontré Msini, il m'avait dit, bon, laissez-nous faire des petites choses par-ci, par-là. Et le MDA. Le MDA, c'est quelque chose qui a démarré sur les chapeaux de roue. On voit là un phénomène aussi qu'il faudrait étudier, le phénomène du MDA, qui en peu de temps, après la sortie de la libération de Bembella, l'élargissement aussi bien donc, en 79 plus la résidence servie en 1980-81 et son départ à l'étranger, en peu de temps, il a pu constituer un mouvement qui s'appelle le MDA. Et qui avait des moyens énormes et qui était soutenu, clairement il l'a dit, il avait lui-même des salaires, il l'a dit dans des témoignages, même dans des chaînes de télévision étrangères, il l'a dit sur une chaîne de télévision aux Émirats Arabes Unis, il a témoigné sur Al Jazeera, qu'il était lui-même payé, il avait un salaire mensuel de la Libye, de Kadhafi, etc. Il était financé à coût de millions de dollars. Comment tu expliques cette histoire de Bembella? C'est quand même bizarre, hein? Écoute, il a réactivé ses relations depuis qu'il était président, avant même, etc. Il en a fait
Il a une base arrière réactivé, financière. Il a réactivé ou on lui a réactivé. À toi de dire. Le MDA n'existait qu'en France. Pas en Italie. Pas même chez Kadhafi. Non, Kadhafi n'avait pas besoin de parti politique. Pas de Suisse. Les gens Fabria ou Pas en Suisse. Pas en Belgique. Pas en Grande-Bretagne. Pas en Israël. À l'époque, comment vous avez reçu la naissance du MDA Comme la, à l'intérieur de l'opposition, etc. Est-ce que vous le considériez déjà comme étant un parti d'opposition? Écoute, quand il est apparu, déjà, le PRS était pratiquement dans les dernières gesticulations de la fin. Il est sûr que qu'on était étonné de voir Ben Bella du jour au lendemain, ayant été élargi et arrivant en France à la fin de l'année 81, démarrer sur les chapeaux de roue et récupérer un mouvement qui était l'ancien mouvement du FLN clandestin, qui avait été dissous pratiquement par Bachir Ben Maza. Et parallèlement à ça, c'est peut-être ça qui a poussé aussi Harbi à se démarquer. Moi, j'ai vu dans la création de la revue culturelle et politique sous elle, une manière pour Harbi de faire savoir à Ben Bella qu'il n'était plus remobilisable. Ah. C'est comme ça que j'ai compris. Peut-être que je me trompe. Mais qu'il entendait maintenant devenir un intellectuel autonome. Il n'était pas prêt à reprendre du service dans l'organique. D'autant plus qu'il était réfugié en France et qu'il était astreint à l'obligation de réserve. Et il était trahi par les hommes de Ben Bella. Et il a été trahi, pardon. Exactement, par les hommes de Ben Bella. Ça, c'est vrai. Donc, le recrutement a dû se faire très rapidement dans des milieux qui étaient déjà sur place. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont reconvertis, des comités palestiniens, des comités palestiniens algériens. Parce qu'il y avait les comités palestiniens algériens, il y avait les comités palestiniens français. En général, ceux qui étaient légaux, c'était les comités palestiniens français. C'est non. Mais dans une semi-légalité, il y avait les comités palestiniens algériens et tunisiens, marocains, etc. Chaque pays arabe existant là-bas avait son comité palestinien de quartier ou d'arrondissement. Mais ce qui était, si tu permets, oui. Juste une parenthèse, oui. Ce qui est étonnant dans la mentalité des militants dans le monde arabe, oui. quel que soit le pays, oui. Chez nous, au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban, je ne sais où, etc. Tout le monde voulait libérer la Palestine. Mais personne n'a pu se libérer de ses propres régimes totalitaires. Est-ce que des peuples peuvent libérer la Palestine alors qu'ils ne peuvent même pas se libérer du joug de leurs propres régimes totalitaires et dictatoriaux? Question. Je crois encore entendre Georges Habash. Libérez-vous avant de libérer la Palestine. C'est exactement la position de Georges Habash. Il commençait par vous libérer avant de vouloir nous libérer. Il disait ça. Absolument. C'est extraordinaire, je ne le savais pas. C'est sa position. C'était sa position. Donc, pour vous, à l'époque, le mouvement Ben Bella, il était... Il y a une réactivation. Une réactivation. J'ose une hypothèse. J'aime bien tes hypothèses. Et je ne veux pas du tout casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. Ce n'est qu'une hypothèse de réflexion et de travail. Moi, je pense que même les Français étaient intéressés par la constitution d'une polarité mondiale. Ah bon? Je pense. Pourquoi? Parce que, et ça explique aussi l'animosité de la France contre l'Algérie, du temps déjà de Boumediene, et elle observait la période Chadli et elle attendait des gages de la période de Chadli. Je me demande si ce n'est pas la France qui a exigé de Chadli de libérer Ben Bella. C'est une énormité que je dis. C'est une énormité. C'est une énormité. Pourquoi? Parce que Ben Bella est une figure emblématique révolutionnaire qui est cotée à la bourse des révolutions. Il attire encore.
il attire. D'abord, c'est un personnage, c'est sympa. Je ne l'ai pas approché. Je ne l'ai pas approché. Il a demandé à des amis, des copains, d'aller le voir et de me conduire avec eux. J'ai refusé catégoriquement d'aller le voir. Pourquoi? Je vais expliquer après. C'est pas très important en soi. C'est pas important en soi. Donc, il me semble que les Français avaient un très gros problème avec des mouvements... pro-palestiniens. Non, des mouvements séditieux français en France. Les mouvements des minorités, de ce qui se dénomme des minorités. Les minorités nationales, corse, catalan, basque, breton. Il faut rappeler que la France a connu des périodes d'agitation, y compris des résistances militaires sur des questions internes, de politique de la Corse. Les Bretons étaient pourchassés, les Auvergnats, un peu moins, mais les Basques et les Catalans et les Corses ont posé de très gros problèmes à la société française. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, pour ce qui est des Basques, ça pose encore des problèmes. Jusqu'à maintenant, il y a une coalition. Et les Corses. Oui, il y a une sorte de coalition franco-espagnole justement pour contrer. Il vient d'y avoir une sorte de probablement, enfin ça c'est les affaires françaises, on s'en fout, c'est pas mon problème. Mais parallèlement à ces mouvements qui étaient des mouvements autonomistes, il y avait un autre mouvement plus grave, plus dangereux. C'est Action Directe. Action, on en a parlé. Action Directe est liée à un réseau international de révolutionnaires catégorisés terroristes, ça c'est dans le langage. C'est le dictionnaire français. Le dictionnaire académique. Donc Action Directe avait des relations aussi avec la fraction armée rouge, Mandabadère, la fraction étoile rouge japonaise, Prima Linea italienne, les brigades rouges italiennes, les basques espagnols, et donc Action Directe agissait en France sans oublier les Irlandais. L'IRA, etc., qui agissait. Il y a eu l'assassinat de 2 gendarmes à Vincennes, je ne sais pas si les gens se souviennent, par les Irlandais. Donc il y avait un bouillonnement. Les Français ont dû se dire, d'abord ils ont dû réaliser, parce que les organisations étaient infiltrées. La plupart des organisations étaient infiltrées. Et ils ont dû se rendre compte qu'une bonne partie des militants d'Action Directe soit étaient algériens, soit avaient des liens très étroits avec l'Algérie. Ah bon, hein? Oui. C'est ce qui est pensé. Et ils se disaient que si on donnait à ces jeunes une figure emblématique, il peut, par un effet de cristallisation, leur proposer autre chose que de venir nous emmerder dans nos affaires intérieures. D'autant plus l'Arda. C'est que l'Iran n'a pas beaucoup survécu à Toulouse. C'est comme ça que j'ai tiré la conclusion. D'autant plus. Je ne veux pas dire que c'est un agent du français, pas du tout. C'est pas du tout mon... Non, mais moi j'allais te poser la question suivante. Oui. Qui a une relation avec cette... qui traite de cette question de la relation avec la France. Oui. Comment tu expliques que 20 ans après le coup d'État de Boumediene, presque 20 ans, Ben Bella qui... Tu nous ramènes à 65. Non, écoute-moi. Ben Bella qui sort de prison, oui. Ben Bella qui avait des relations à travers le monde. Il pouvait partir à Cuba, il pouvait partir en Russie à l'époque, en URSS, il pouvait partir en Allemagne fédérale, il pouvait partir là où il voulait, dans les pays arabes, en Égypte, il pouvait partir en Irak de l'époque. Saddam était son ami. Même si l'Irak à l'époque était en guerre contre l'Iran. Mais lui, il sort de prison. Il était en prison, résidence surveillée. Dès qu'il est relâché, il est à Paris. Il s'installe là-bas et il lance un mouvement d'opposition qui s'appelle le MDA depuis Paris. Mais franchement, mais explique-moi ce...
Je donne ma langue au chat. Franchement, Je suis demandeur d'explications moi-même. toi aussi tu demandes. Mon Dieu l'a fait. Tout le monde, mais tout le monde. Ahmed l'a fait. Khidr l'a fait. Ouail l'a fait. Même Karim Al-Qasmi allé en France, c'est pas possible. Il y a un problème. On rigole, mais c'est vraiment un truc.